Organisions déjà une réunion publique avec Daniel. Alors c'est vrai que ce n'était pas à Châtellerault, c'était dans ce qui reste de la banlieue rouge de Paris. Mais à l'époque, Daniel n'était pas encore députée. Elle y est depuis, et elle est réélue à chaque élection, comme vous le savez. Donc, pour ceux qui éventuellement ne la connaîtraient pas, Daniel donc, est députée de Paris. Elle est une des figures de ce groupe petit, mais agissant lors de la première législature. Et puis depuis, elle mène avec les autres, mais aussi à partir de ses propres préoccupations et de ses propres combats, la lutte au Parlement, bien sûr, mais aussi dans la rue. Donc, je vais tout de suite lui laisser la parole et je pense que vous aurez la possibilité éventuellement de poser des questions ou d'objecter ce qui a pu être dit. Voilà, Daniel, à toi. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup aux insoumis et insoumises de Châtellerault pour l'invitation. Je vais mettre là pour garder un œil et en même temps vous voir mieux. Merci pour l'invitation à passer ce moment avec vous. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir à la rencontre des insoumis et des insoumises, des habitants et habitantes. Et puis, ça me fait échapper un peu aux séances de l'Assemblée, donc je vous avoue que je préfère être ici que dans la tranchée, même si je suis bien évidemment de tout cœur avec les camarades qui mènent la bataille sans faillir et sans faiblir depuis toujours, depuis qu'on a été élus, depuis qu'on était 17, et maintenant on est 71, 72, et on lâche rien. Et on lâche rien grâce à vous, grâce à votre implication et mobilisation depuis souvent de très longues années. Et c'est grâce à vous qu'on est à l'Assemblée pour mener ces batailles. Et donc je tenais à vous remercier plus largement que simplement pour cette invitation. Parce que la France Insoumise, c'est un programme. C'est ça notre totem d'une certaine manière. C'est ce qui fait notre mouvement, c'est ce programme qui est le candidat porté par des personnes, mais qui est ce que nous portons au devant des Français et des Françaises. Et puis, ce sont celles et ceux qui font vivre ce mouvement et sans lesquels nous ne serions pas, quel que soit le talent individuel des uns et des autres, nous ne serions pas là où nous sommes pour mener la bataille. Donc merci du fond du cœur. Et puis effectivement, à l'initiative de cette réunion publique, c'est la campagne que nous menons depuis plusieurs semaines maintenant sur la 6e République. C'est une initiative qui est portée par notre mouvement dans ce qu'on essaie de faire en même temps qu'on est sur le front des luttes aux côtés des salariés. En ce moment, je pense particulièrement aux salariés d'ArcelorMittal et de toutes ces industries qui, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, les fonderies, la sidérurgie, qui sont en lutte pour leur emploi et plus largement que leur emploi en fait, leur survie, parce que ça a des répercussions et on le sait depuis des décennies, au-delà même des emplois, des vies en fait, de milliers de personnes. Cette bataille, nous la menons aux côtés donc, des salariés. Je pense notamment au travail d'Aurélie Trouvé, qui est présidente de la commission des affaires économiques et qui est là aussi, qui travaille d'arrache-pied sur ces sujets. Donc on résiste, on se mobilise aux côtés des citoyens et citoyennes qui subissent aujourd'hui de plein fouet l'offensive réactionnaire raciste. Et on a été, comme vous, je pense, ici, dans la rue pour apporter notre solidarité à la famille d'Aboubacar Cissé et plus largement à tous nos concitoyens de confession
musulmanes, nos concitoyens et concitoyennes, suite aux meurtres qui ont été aussi, comme je pense toute la communauté nationale, atteints par ce crime odieux, et plus largement par l'ensemble des discours qui ne cessent, depuis le plus haut sommet de l'État, de stigmatiser, d'instiller la haine, les tensions et les divisions dans notre peuple. Et puis, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est aussi de mener une bataille, pas simplement en résistance, pas simplement en solidarité, mais en perspective, parce que nous pensons que on a aujourd'hui l'objectif, mais aussi la perspective émulatrice dans notre programme à travers la question notamment de la 6e République, qui peut porter et qui participe justement à unir notre peuple autour de la refondation de ces institutions démocratiques et en fait, au-delà même, autour de la refondation de notre identité nationale, une identité que nous on revendique, une identité politique autour de nos principes fondamentaux et autour de ce que nous considérons être aujourd'hui, au XXIe siècle, les grandes lois, les grands critères, les grandes aspirations qui nous unissent tous et toutes. Et donc voilà le sens de cette campagne sur la 6e République, c'est aussi pour marquer, comme nous le faisons depuis des années avec un certain nombre de revendications, c'est pour poser ces graines et aider justement à faire germer dans notre peuple cette aspiration collective commune à un autre monde et montrer comment c'est possible. Cette aspiration, elle est d'autant plus forte aujourd'hui que le monde dans lequel on vit est un monde qui est devenu littéralement irrespirable. Je voulais revenir sur deux éléments que je trouve structurants et fondamentaux dans la période que l'on vit aujourd'hui, et puisque c'est aussi un des thèmes, la 6e République et la paix. Mais en commençant par vous rappeler, je pense que vous avez dû le voir, le lire et peut-être même vous exprimer sur le sujet, il y a quelques semaines, c'était le 19 avril, nous avons franchi le seuil de dépassement de ce moment qui arrive de plus en plus tôt dans l'année. Il y a quelques années, c'était au mois d'août et depuis d'année en année, c'est arrivé jusqu'en avril. Donc le jour du dépassement, le seuil que nous avons franchi il y a quelques semaines, c'est celui où nous avons épuisé toutes les ressources de la planète. Et nous vivons à crédit depuis des années, des décennies maintenant. Et ça, cette réalité-là, c'est précisément cette réalité que tous les scientifiques aujourd'hui, autour d'un consensus, peut-être pas tous, mais très largement à l'échelle de la planète, sur lequel les scientifiques alertent, les climatologues, les géologues, les spécialistes de la biodiversité. Encore l'année dernière, un rapport de l'ONU faisait état de l'insuffisance des plans nationaux climatiques, en rappelant par exemple que 2024 a été la première année au-dessus des 1,5 degrés de réchauffement, et les politiques actuelles qui sont menées emmènent le monde vers un réchauffement à plus de 3 degrés au cours du prochain siècle, du siècle actuel. En France, en décembre dernier, justement dans la même période, Météo France a publié un rapport qui indiquait comment la température moyenne pourrait augmenter de 2 degrés d'ici à 2030, de 2,7 degrés en 2050 et de 4 degrés en 2100, en montrant justement tous les scénarios catastrophiques, il est vrai, que cela induirait. Donc le diagnostic, il existe, à part, j'allais dire, une frange minoritaire, mais malheureusement elle est de moins en moins minoritaire, avec l'international réactionnaire, et en premier lieu aux États-Unis d'Amérique, qui remet en cause ces éléments, ces faits, et dont les voix sont de plus en plus importantes, mais au point de vue scientifique et a priori du point de vue international, encore jusqu'à quelques années, autour des sommets de l'ONU, il semblerait y avoir un consensus sur l'importance
de cette situation et d'y faire face. La réalité, c'est que ce consensus a été remis en cause notamment par le retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris, qui était déjà en vérité un consensus à minima. Et puis la réalité, c'est que les priorités des gouvernements en France, en Europe et à travers le monde n'ont jamais été, à ce jour, de manière consciente et cohérente dans la nécessité de faire face à ce qui est le défi civilisationnel, la menace existentielle de toute l'humanité, de l'humanité tout entière, à savoir le changement climatique qui a commencé et pour lequel nous devons mettre toutes nos ressources, toute notre intelligence à faire bifurquer l'ensemble de notre mode de vie, de notre surtout mode de production, de nos modes de consommation, pour adapter nos sociétés à ce qui est en cours et dont les intensités d'épisodes et de crises climatiques comme ce qu'a connu le département et nos concitoyens et concitoyennes à Mayotte il y a quelques mois, comme ce qu'ont connu nos voisins en Espagne il y a quelques mois, comme ce que connaissent aussi dans certains départements, dans notre territoire, en période de sécheresse ou d'inondation subite. Ces épisodes, comme on dit, que nous allons connaître avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité, et dont les répercussions sur nos vies, y compris l'économie elle-même, on sait aujourd'hui qu'elles vont être de plus en plus importantes. Or, au lieu de mettre nos ressources financières, intellectuelles, techniques, qui sont, je le rappelle, l'humanité n'a jamais atteint un tel niveau de développement, entre guillemets, économique, technologique dans son histoire. Au lieu de mettre tout cela à profit pour faire face, et nous savons comment faire face par ailleurs, nous ne sommes pas démunis, nous avons aujourd'hui un corpus de propositions et de solutions techniques, technologiques, économiques qui peuvent être mises en place. Aujourd'hui, le choix que font les États, et en particulier les plus grandes puissances, c'est de consacrer une part de plus en plus importante de leurs ressources à la course vers la guerre. Voilà à quoi la France, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la majeure partie des puissances aujourd'hui ont décidé de s'adonner comme perspective pour l'humanité. Quelques éléments sur la hausse exponentielle de ces dépenses. Selon l'Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont battu un record en 2023 en atteignant 2443 milliards de dollars, soit 6% de plus que l'année précédente. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis 2009. Les dépenses militaires de la Russie ont augmenté de 24%. Les dépenses militaires d'Israël ont augmenté du même niveau. La plus forte augmentation de dépenses observée en République démocratique du Congo. Et la France. La France est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial d'armes sur les 5 dernières années. On peut être fier, n'est-ce pas, de ce record, parmi d'autres, on pourra en reparler. Mais ce sont aujourd'hui les États-Unis d'Amérique qui représentent la première puissance militaire mondiale en termes de capacité technique, mais aussi en termes de budget. Les dépenses militaires en 2023 des États-Unis d'Amérique sont nettement devant ceux de la Chine, qui a 309 milliards, de la Russie, 126 milliards. Il s'élève à 880 milliards de dollars. En 2023, on estime que près de 17 millions d'armes ont été vendues aux États-Unis. Et c'est un pays qui dispose de pas moins de 5044 têtes nucléaires. Et je ne vous apprendrai rien à propos du fait que désormais, avec Donald Trump aux commandes,
cette fuite en avant militariste est d'autant plus accentuée. Elle n'est pas vraiment une rupture, je pense que c'est important de le rappeler tout de même, puisque ces dépenses et les chiffres en augmentation sont en continuité avec ce qu'ont fait les précédentes administrations, l'administration Biden, mais y compris Obama. Donc il y a une continuité dans ce choix de la première puissance économique, du moins encore à ce jour, et surtout militaire au monde, et que ça ne risque pas de s'arranger, et y compris le choix fait au niveau de l'Union européenne par les États, et notamment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est de suivre l'injonction de Donald Trump, qui a décidé qu'il fallait désormais que les États européens augmentent leurs dépenses en achetant du matériel états-unien, puisque c'est automatiquement de cela qu'il s'agit. Et Ursula von der Leyen a donc décidé de faire une entorse à la sacro-sainte règle d'or de Bruxelles, cette règle qui a depuis des années été l'argument pour les pires politiques d'austérité, y compris vis-à-vis de pays comme la Grèce dans les années 2000, qui était littéralement à genoux et qui a été mis à genoux par les injonctions notamment de la Commission européenne. La sacro-sainte règle de non-dépassement du déficit des 3%, et bien tout d'un coup, miraculeusement, cette règle n'existe plus et désormais les États européens sont autorisés à dépenser jusqu'à 800 milliards pour augmenter leur budget. Voilà le choix que font aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, qui en même temps s'attelle à démanteler les quelques mesures autour de son Green Deal, de son programme de transition écologique, qui n'était certes pas très radical, s'appuyant notamment uniquement sur le marché et la finance verte, pour tenter de rendre compétitif et attractif la transition écologique, ce qui est bien évidemment à l'heure. Mais au moins, quelques régulations avaient été mises en place et renforcées au fil des années, sous la pression des mobilisations sociales, sous la pression des mouvements notamment menés par la jeunesse. Et ce à quoi s'attellent aujourd'hui le Parlement européen et la Commission, c'est le démantèlement de ces règles et cette régulation écologique, en même temps qu'ils ouvrent la voie à l'augmentation des budgets militaires. Voilà le choix fait aujourd'hui par les plus grandes puissances, par les États et les gouvernements à travers le monde, en Europe, et bien évidemment en France. En France, où Emmanuel Macron, il y a encore quelques semaines, parlait d'une économie de la guerre en se pensant chef de guerre, en se cherchant un rôle dans l'histoire, et le seul rôle qu'il semble avoir décidé d'embrasser, c'est donc celui du monarque présidentiel qui, sous couvert de répondre à la menace supposée existentielle, un coup de la Russie, un autre de je ne sais quel ennemi intérieur, a donc décidé de emboîter le pas à von der Leyen et à Donald Trump en justifiant un certain nombre de mesures d'austérité par justement cette nécessité d'économie de guerre. Et voilà comment aujourd'hui sont justifiées ou tentent d'être justifiées l'ensemble des mesures d'austérité après des décennies de ces politiques qui n'ont fait que réduire l'État social, que remettre en cause nos droits fondamentaux, qui se sont y compris appliqués à coup de 49.3 ou à coup de LBD et autres répressions policières. Voilà comment, au prétexte de la guerre et de la nécessité de s'inscrire dans cette logique militariste,
Voilà comment Emmanuel Macron et son ministre de l'économie tentent de justifier leur engagement dans cette escalade militaire et la poursuite de l'austérité. Mais plus largement, au-delà de cette forfaiture historique qui est celle de ces gouvernements et d'Emmanuel Macron, plus largement que cette faillite idéologique, philosophique des classes dirigeantes en France et en Europe face aux limites du système capitaliste, aux limites de ce système productiviste et extractiviste qui est en train de détruire la seule planète qui rend la vie possible. Au-delà de tout cela, c'est fondamentalement la vision de la société dans laquelle nous vivons qui est et qui rentre en contradiction avec le projet politique qui sont menés aujourd'hui par ces différents gouvernements. Et quand on parle, nous, d'une 6e République, et pour la raison pour laquelle il nous semblait crucial de porter ce débat aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question institutionnelle. On va y revenir. Ce n'est pas simplement une question de processus électoraux, d'outils renforcés de démocratie. C'est fondamentalement un processus où il s'agit de se donner des outils pour répondre à ces défis du siècle, j'allais dire à ce défi de l'humanité, notamment concernant le dérèglement climatique, mais plus largement, en fait, à quelle réponse nous choisissons de nous atteler à trouver en tant que peuple français, issu d'une histoire, et aujourd'hui, au XXIe siècle, faisant partie d'une puissance économique, d'une des 7e puissance économique mondiale, avec la responsabilité que cela signifie aussi. Comment est-ce que, en tant que peuple, nous nous donnons les moyens à nous, mais aussi vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis de notre place dans le monde, pour répondre à l'ensemble de ces défis. Voilà pourquoi la question de la 6e République, ce n'est pas simplement une question qui nous concerne nous. D'abord parce qu'elle s'inspire et elle s'appuie sur une expérience internationale, des processus de révolution citoyenne, des processus de résistance, de révolte et de victoires qui ont été menées par des peuples à travers le monde et dont nous nous inspirons pour imaginer ce que pourrait être une 6e République. Je pense à tous ces mouvements qui ont eu lieu en Amérique du Sud et dans des États qui ont permis, comme en Bolivie, de porter ces processus de révolution, de constituante au pouvoir et de voir se déployer justement ce type de dynamique. Nous devons énormément à ces mouvements citoyens, ces mouvements révolutionnaires, ces mouvements politiques des peuples d'Amérique du Sud dans ce que nous avons pu élaborer comme projet d'une 6e République. Bien sûr, ce processus de 6e République s'inscrit aussi dans notre histoire, dans l'histoire de France, dans l'histoire des révolutions, dans l'histoire de ces mouvements qui ont porté le projet de la République, le projet de la République sociale, on pourra en discuter, et qui ont permis d'ancrer dans le droit fondamental, dans notre Constitution, celle que nous voulons dépasser, élargir, mais qui est déjà un acquis, la majeure partie des droits qui nous permettent aujourd'hui de vivre avec un certain nombre de droits fondamentaux, même s'ils sont remis en cause, que ce soit les droits sociaux, les droits économiques, les droits politiques, qui sont inscrits dans la Constitution actuelle, sont le produit de nos luttes. Et je crois que c'est important de le rappeler. Rien n'a été acquis, si ce n'est par la lutte de classe, par la lutte démocratique, par la lutte des premiers et premières concernés, par la lutte des personnes mises en esclavage pendant des siècles, par la lutte des femmes qui ont obtenu ces droits, par la lutte des travailleurs, etc., etc.
Et donc, nous avons et nous sommes porteurs et nous sommes les héritiers et les héritières de cette longue marche des peuples pour leurs droits et pour leurs émancipations. Et c'est dans ces pas que nous inscrivons cette 6e République. C'est dans ces pas que nous appelons et nous défendons la perspective de cette assemblée constituante, à la fois pour nous et pour le reste du monde, en reprenant en fait le flambeau qui a été ces dernières années porté en Amérique du Sud, pour le tendre ensuite à d'autres. Et pour moi, ça c'est un des aspects internationalistes, un des aspects de cette grande histoire des luttes des peuples et des luttes d'émancipation dont nous pouvons être fiers de reprendre à notre compte et qui doit nous inspirer quand nous portons ce projet et cette perspective de la 6e République et de l'Assemblée constituante. Mais c'est bien sûr une réalité une perspective qui a d'autant plus d'acuité, qui a d'autant plus d'urgence dans la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La France, j'allais dire la Macronie, puisque c'est depuis 7 ans sous le joug, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, Macron Ier, le monarque présidentiel qui a d'une certaine manière embrassé tous les travers de cette 5e République, dont un illustre président disait que c'était le coup d'État permanent, et qui a porté de manière grossière et caricaturale tous ces travers dans sa manière de gouverner, et dans y compris les politiques et la manière dont il a imposé depuis 7 ans, et les choix politiques qui ont été ceux d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est 7 années, 8 maintenant, de malheur social, de guerre sociale. Je ne vais pas vous en faire le récapitulatif, vous le connaissez mieux que moi, mais je crois qu'un des éléments, là aussi, qui dépasse simplement la question institutionnelle, mais la manière dont, pour tenter de faire accepter le projet néolibéral dont il est un des élèves les plus zélés, l'ensemble de la casse sociale qui a été mise en œuvre, mais bien avant même qu'il soit président de la République. Je rappelle que Emmanuel Macron est d'une certaine manière au pouvoir depuis bien avant 2017, puisqu'il était déjà à la manœuvre sous le quinquennat d'Hollande, et qu'il a été un des inspirateurs de, par exemple, la loi travail. Et déjà, à ce moment-là, la manière d'imposer ces reculs sociaux et économiques a été par la brutalisation, par la répression. Et c'est de cette époque-là que beaucoup se rappellent les premières scènes de répression de masse, de cortèges syndicaux. Et d'une certaine manière, le pli était déjà pris. Et c'est de la même manière ensuite que Emmanuel Macron va répondre à tous les mouvements sociaux qui très vite, une fois qu'il est au pouvoir, vont se développer. C'est un élément assez marqueur parce que pendant la campagne, il y a eu tout ce récit en 2017 sur Macron, ni de gauche, ni de droite, voilà, le nouveau monde, etc. Alors voilà, peu d'entre nous, je pense, ont été dupes de ce récit, mais bon, ça a quand même été très fort, en tout cas dans la propagande politico-médiatique. Et c'est quand j'y repense, pour nous, quand on a été élu en 2017, un des faits marquants, il y a eu la première loi Pénicaud, et immédiatement, les premières mesures qui ont été prises ont été des mesures de répression, que ce soit en introduisant l'état d'urgence dans le droit commun, que ce soit les premières lois dès 2017, en fait, dès novembre 2017, qui vont cibler les personnes exilées, et que ce soit la répression qui s'abat sur le mouvement des Gilets jaunes. En fait, ce sont, dès le début, les marqueurs, en fait,
du quinquennat Macron. L'articulation entre une guerre sociale et une répression sociale tous azimuts. Et je crois que ça, c'est un des éléments, justement, qui montre la faillite à la fois du projet néolibéral, mais aussi de la Ve République, qui s'est construit sur une forme de consensus au siècle dernier, dans une France qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'est la France aujourd'hui, dans un moment politique y compris assez particulier. C'est toujours intéressant de le rappeler. La Ve République est née en réponse à une situation de tentative de coup d'État, de guerre civile. C'est le putsch des généraux, c'est la menace de la réaction. Et donc la réponse qui est apportée, c'est d'abord une réponse autoritaire, ou en tout cas exceptionnellement, pour donner un pouvoir particulier à un chef d'État pour remettre de l'ordre. C'est ça les origines de la Ve République. Et si vous avez eu l'occasion de lire le récent ouvrage de Johann Chapoutot, et en tout cas les travaux de Chapoutot, un des éléments, moi, qui m'ont beaucoup marqué quand je l'avais entendu aux amphis déjà, et où il parlait de ces gens qui ont été un peu les rédacteurs de la constitution de la Ve République, et quelles étaient leurs références. Et beaucoup avaient été inspirés, notamment, par la constitution de la République de Weimar, en Allemagne, dans les années 20. Et il fait un parallèle, notamment sur cette constitution, en montrant comment, dans la marche vers la résistible marche vers l'arrivée au pouvoir, parce que c'est pas une prise, c'est l'arrivée au pouvoir du parti nazi, en fait, les libéraux, qui sont devenus très vite des libéraux autoritaires à l'époque, ont utilisé en fait tous les instruments de cette constitution de Weimar, les plus autoritaires, au fur et à mesure, y compris des mesures assez similaires avec des éléments comme le 49.3 ou l'article 16, etc., pour arriver à se maintenir au pouvoir avant de céder et d'inviter littéralement l'extrême droite au pouvoir. Alors je vous la fais de manière assez grossière. Je vous invite vraiment à lire l'ouvrage de Chapoutot, c'est très, très éclairant. Mais je faisais cette référence pour rappeler voilà, à quel objectif répondait la constitution de la Ve République, donner le pouvoir au général de Gaulle pour pouvoir remettre de l'ordre dans le pays dans un moment de tentative de coup d'État et risque de guerre civile. Voilà à quoi correspondait cet état d'esprit. Et puis, bien évidemment, c'est une constitution qui correspondait à ce moment historique et puis à une société française qui était ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire très majoritairement, encore, peut-être pas très, mais encore majoritairement rurale, une société où les femmes venaient, j'allais dire à peine, à peine une décennie auparavant d'obtenir le droit de vote, peut-être un peu plus, mais c'est pas si loin que ça, finalement, quand on y pense. Ou en tout cas, elle n'avait pas le droit d'ouvrir des comptes sans l'autorisation de leurs parents, elle n'avait pas les droits reproductifs et sexuels qu'elles ont obtenus par la lutte aujourd'hui, que ce soit le droit à l'avortement ou y compris le droit à une sexualité selon leur choix. C'était une société française qui était encore marquée, et particulièrement, puisque c'est l'origine par ailleurs du putsch des généraux, par son histoire coloniale, et où du coup, voilà, on était encore dans un ancien empire, ou un tout juste empire colonial qui continuait à tenter de maintenir sa prédominance, avec tout ce que ça signifie de cette histoire-là, de la colonisation. Bref, à tous les niveaux, on était dans une société
en changement, mais qui venait à peine d'entrer justement dans cette nouvelle époque et dans cette nouvelle phase du développement, y compris du capitalisme au niveau international. Et on peut dire que plus de 60 ans plus tard, il est plus que temps que nous ayons un cadre fondamental, des bases politiques qui correspondent à la société, au peuple que nous sommes, et qui correspondent à nos aspirations collectives, et qui soient aussi le produit d'une écriture collective de ce qui est et qui doit être nos références communes, notre mémoire commune, y compris dans ces aspects controversés, dans cette histoire douloureuse, comme a pu être l'histoire de la colonisation, comme a pu être aussi, et qui continue à travailler notre société, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la collaboration avec les Allemands et le génocide des Juifs. Donc que nous fassions ce travail collectif, j'allais dire culturel et philosophique, qui n'a pas été fait en vérité au moment de la Ve République, parce que cette République-là, elle a aussi été un processus par en haut, un processus capté par une poignée de personnages, illustres par différents aspects, mais dont on ne peut pas dire qu'ils étaient, même à cette époque-là, représentatifs de la diversité sociale, culturelle et même véritablement politique de ce pays. Voilà un des aspects sur lesquels il me semble que l'urgence d'une 6e République, l'urgence d'une constituante, devrait en vérité faire consensus si l'on considère que les institutions ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas des structures immanentes, éternelles, si l'on considère qu'elles servent avant tout, et elles doivent servir avant tout, à nous permettre de faire société, de faire commun, et de pouvoir vivre en fonction des valeurs que nous déterminons, ensemble, et démocratiquement. Ça nous semble être un argument extrêmement puissant en faveur du processus constituant, en faveur de cette 6e République, parce que nous considérons en tous les cas que ce sont les êtres humains, ce sont les travailleurs et travailleuses, on disait à une époque, qui font l'histoire, qui sont acteurs et actrices, ou en tout cas qui devraient être acteurs et actrices de l'histoire, et qui produisent à travers leur lutte, et qui produisent à travers, y compris la conflictualité, y compris la lutte de classe, qui produisent ensuite les institutions en fonction du rapport de force et de jusqu'où ce rapport de force a pu porter les aspirations communes, ou en tout cas d'une majorité consciente. C'est ainsi que, oui, nous considérons, tout en respectant le cadre démocratique qui est le nôtre, nous sommes un parti démocratique au sens où nous participons aux institutions démocratiques, nous participons aux élections, et en même temps nous aspirons à les dépasser, nous aspirons à élargir le champ des possibles, pas simplement dans l'ordre institutionnel et électoral, mais comme ce qui a pu être évoqué tout à l'heure, dans l'ordre des choix collectifs qui doivent être les nôtres. C'est ainsi que nous portons par exemple l'inscription dans la Constitution de la 6e République de la règle verte. Cette règle fondamentale qui devra être le fil de toutes les politiques que nous mettrons, la règle verte qui consiste à considérer que nous ne devons utiliser et nous ne pouvons pas produire ni utiliser plus que ce que la planète est en capacité de produire et de supporter. C'est autour de cette règle verte que nous considérons que nous devons organiser l'ensemble de ce que j'évoquais, l'ensemble de notre manière de fonctionner, notre manière de produire, notre manière d'organiser le territoire,
d'organiser les transports, les mobilités. C'est ça qui doit être désormais face aux défis civilisationnels, aux défis existentiels que représente le changement climatique, qui devrait être le fil rouge et vert, d'une certaine manière, de notre société. Voilà l'inscription de cette règle verte est pour nous un des éléments fondamentaux de cette 6e République, en tout cas que nous portons comme un des éléments fondamentaux, comme ça a été expliqué, l'objectif étant que le peuple, à travers la Constituante, s'empare de ce débat et puisse élaborer, mais dans ce mouvement, bien sûr que nous porterons, nous, les propositions qui nous semblent devoir figurer dans cette nouvelle constitution et qui doit pouvoir organiser la vie sous la 6e République en France. Cette 6e République, elle devra être aussi organisée selon l'idée déjà ancienne et que un de nos illustres prédécesseurs résumait dans l'idée que la République ou la Révolution, je ne me rappelle plus exactement la formule, a rendu les citoyens souverains dans la cité, mais serfs dans l'entreprise. Et cette idée que, d'une certaine manière, même avec les limites, on va dire, de la démocratie bourgeoise, qui ne nous demande d'intervenir dans les délibérations qu'une fois tous les 5 ans ou à l'occasion d'élections décidées a priori, nous restons démunis, malgré y compris les luttes qui ont été menées pour avoir des droits en tant que travailleurs et de travailleuses. Fondamentalement, il reste cette inégalité induite par le rapport salarial, induite par le système capitaliste entre la masse et la majorité des travailleurs et des travailleuses et la minorité de ceux qui possèdent le capital et qui sont de plus en plus minoritaires à posséder ce capital et à imposer leur choix à la majorité de celles et ceux qui produisent la richesse même qui est ensuite accaparée. Et un des éléments fondamentaux de ce que nous portons pour la 6e République, c'est justement de redonner le pouvoir et de rendre les travailleurs et les travailleuses enfin maîtres de pouvoir décider, et c'est y compris lié de notre point de vue à la question écologique, de ce qu'il serait bon pour tous de produire, parce que, y compris, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui savent le mieux comment produire et comment rendre plus efficace leur processus de travail. Et ce que nous voulons et que nous portons justement dans le projet de la Constituante, c'est l'idée que le pouvoir aux travailleurs, il commence dans les lieux où elles et ils produisent les richesses dont nous voulons faire en sorte qu'elles ne soient plus accaparées par une minorité, mais que ce pouvoir-là, il puisse véritablement s'exprimer au premier degré, au premier niveau, précisément de là où a lieu cette création de richesse, dans les lieux de travail, dans les lieux de production, dans les lieux y compris de distribution, etc., etc. Et donc, un élément fondamental de cette 6e République concerne directement la question du capital, la question du partage du pouvoir dans l'entreprise. Je donne ces deux exemples comme des éléments, bien sûr, nos propositions sur la 6e République ne s'y réduisent pas, mais pour montrer l'étendue en fait du champ des possibles, des souhaitables, voire des impératifs que nous devons débattre et discuter collectivement et ensuite confirmer et valider collectivement si nous voulons faire face, encore une fois, aux enjeux qui sont devant nous. Et bien évidemment, une dimension importante de cette constituante, c'est la question du pouvoir de décision de la majorité, du pouvoir de délégation, de représentation, et ça a été évoqué parmi les mesures que nous proposons dans cette constituante, par exemple la question de la révocation de l'ensemble des représentants et représentantes à quelque niveau que ce soit, par exemple, y compris une mesure que nous portons sur le droit de vote dès 16 ans, et en même temps la prise en compte du vote blanc,
parce que c'est aussi voter blanc, l'expression d'un désaveu ou d'un choix de ne pas porter sur tel ou tel, et donc ça doit être, on doit en tenir compte dans les élections, et y compris en fonction du niveau de vote blanc, pouvoir se dire, eh bien, il faut recommencer, parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas convaincu suffisamment de nos concitoyens et concitoyennes pour penser que nous avons quelques mandats que ce soit pour mettre en œuvre notre politique. Voilà quelques-unes des mesures, il y en a d'autres, on pourra en rediscuter, et je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent ou voudraient et voudront en reparler. Je donne quelques éléments pour vous donner à voir ce que nous sommes capables de faire et nous avons comme perspective de pouvoir faire collectivement, ici et maintenant, pas dans un horizon, je ne sais, voilà, dans quelques générations, c'est ici et maintenant que nous avons besoin de nous réapproprier notre pouvoir individuel et collectif, notre pouvoir de citoyen au sens premier du terme, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent la cité, qui font société. Et je le disais, et je voulais terminer là-dessus aussi, c'est ce pouvoir qui nous permet de dire ensemble, non seulement qui nous sommes, mais qui nous voulons être, ce que nous voulons être comme peuple en France et comme peuple vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis des autres peuples. Et je crois que cette dimension de la constituante, cette dimension de la 6e République est une des dimensions particulièrement qui me tiennent à cœur, d'autant plus dans un moment où on le sent, et des millions d'entre nous le vivent dans leur chair, tant de force travaillent depuis des décennies à nous diviser, à instiller la haine, à instiller la méfiance les uns et les autres, à expliquer que ce sont ceux qui sont des exilés ou ceux qui sont au RSA, qui sont la cause de tous les problèmes, pendant que une minorité s'accapare tous les biens et se gave, y compris comme pendant la crise sanitaire et le Covid, les profiteurs de crise, les profiteurs de guerre. On est dans ce moment, y compris de bascule, où il s'agit de dire, si nous voulons vivre dans un monde de la guerre de tous contre tous, comme en vérité le porte aujourd'hui l'extrême droite, si nous voulons continuer à survivre dans une société, un monde où c'est le chacun pour soi, comme le portent les néolibéraux et les macronistes, ou alors si nous voulons une société du tous ensemble, une société qui est par là même la plus et la plus apte à faire face. Parce que ce qui rend fort une société, ce n'est pas les dépenses militaires par milliard, en vérité. Ce n'est pas de pointer du doigt et d'expulser ou d'aller jusqu'aux actes, au pire acte possible du meurtre pour cibler les uns et les autres. Ce qui rend fort une société, en tout cas, c'est la conception qui est la nôtre, la conception humaniste qui est la nôtre, c'est de renforcer les droits sociaux, c'est de renforcer la solidarité, c'est de renforcer nos capacités collectives à se partager la tâche qui va être immense et qui est immense face aux défis qui sont les nôtres. C'est le tous et tout ensemble, et c'est cette solidarité-là, c'est un choix politique d'avoir cette vision de l'humaniste. Mais nous pensons, et à l'instar d'un certain nombre d'anthropologues, y compris, que la société humaine n'a survécu comme société humaine que parce qu'elle s'est, en vérité, reposée sur la solidarité, beaucoup plus que sur la compétition. Voilà, en fait, ce qu'il y a dans cette aspiration à la 6e République. C'est aussi une aspiration qui parle de nous et de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons être de meilleur, ou en tout cas ce que nous aspirons à être de meilleur. Et voilà pourquoi je crois que c'est un processus
auquel des millions d'entre nous, en vérité, peuvent aspirer et que nous devons porter comme perspective. Je voulais terminer par évoquer les propos d'une révolutionnaire qui s'appelait Rosa Luxembourg et qui est une grande figure révolutionnaire qui fait partie des rares figures qui, avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, a refusé de céder justement aux sirènes du nationalisme, aux sirènes du militarisme, avec une poignée de ses camarades, et a représenté véritablement cette longue tradition de défense des droits des peuples, de l'internationalisme à laquelle nous nous référons. Et elle a écrit un pamphlet qu'on a appelé Socialisme ou barbarie, dont je voulais vous relire un passage, parce que malgré la gravité, y compris du moment où elle parle, et y compris du destin qui va être le sien, je crois qu'il dit aussi la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, en tant qu'insoumis et insoumises, et même au-delà de celles et ceux qui peut-être ne se revendiquent pas comme tels, d'humanistes et de l'aspiration qui est la nôtre. Voilà ce qu'expliquait donc Rosa Luxembourg à ce propos. Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation. Sporadiquement, pendant la durée d'une guerre moderne, et définitivement, si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entrave jusque dans ses dernières conséquences. C'est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici 40 ans. Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix, ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquence, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière, ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action, la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, ou bien encore indécis, dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le lève de son combat révolutionnaire. L'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent. Je crois que nous sommes, plus que jamais aujourd'hui, dans ce même moment, ou bien la barbarie, ou bien, je dirais, l'écosocialisme, pour faire écho à ces propos de Rosa Luxembourg, dans les pas desquels, moi je suis fière en tant qu'insoumise de m'inscrire dans cet appel à l'humanité et à l'internationalisme. Et comme donc l'a si bien dit le camarade, je dirais, vive la 6e République, vive la sociale.